cette conférence, nous avons donc le SIDO, l'ostéopathie, spécialiste de l'ostéopathie. Et pour représenter le SIDO, nous avons Eric Bull qui tiendra donc cette conférence. Est-ce que vous pouvez vous présenter juste en quelques mots et nous présenter le SIDO rapidement ? Oui, ben alors, je suis coordinateur pédagogique et enseignant au SIDO. Et également, le SIDO, c'est une école qui forme des étudiants en ostéopathie et qui, dans ce cadre de formation, donc, propose une clinique ostéopathique pédagogique ouverte donc, aux Ligériens. Donc cette clinique ostéopathique au service des Ligériens, c'est l'objet de votre conférence. C'est ça. Ouais. Eh bien écoutez, je vous laisse dérouler cette conférence et puis je reviens vous voir d'ici une vingtaine de minutes pour pouvoir échanger avec notre public et les questions éventuelles. Merci à tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, bonjour messieurs, dames. Donc le SIDO, donc c'est une école qui a à peu près 30-35 ans d'existence. Et depuis 20 ans, il y a une clinique ostéopathique qui existe dans le quartier Montieu, où donc on propose aux Stéphanois et aux autres de la région la possibilité de consulter un ostéopathe, un étudiant en ostéopathie qui est supervisé, encadré par des tuteurs. Des tuteurs qui sont eux-mêmes formés, qui sont ostéopathes et aussi enseignants. Donc pour ma part, je suis ostéopathe depuis 17 ans, j'exerce en libéral également, je suis coordinateur pédagogique et puis aussi l'enseignement, la formation, c'est quelque chose que je connais bien, je suis issu de l'éducation physique et sportive. L'ostéopathie en France, on va dire quelques mots là-dessus pour définir un peu ce que ça représente et peut-être qu'il y a des précisions à amener qui seront peut-être développées après dans les 5 minutes qui nous restera pour quelques questions à la fin. La formation en ostéopathie au SIDO, que vous compreniez un petit peu tout ce qui se passe pour un étudiant que vous allez consulter à la clinique, dans quel cas de figure, dans quelle dynamique il se trouve pour pouvoir vous soigner du mieux possible. Et vous parler de 2 cliniques pédagogiques qu'on a au SIDO qui sont disponibles, une à côté de l'hôpital Nord et donc l'autre à Montieu, à côté du défunt Casino qui a été remplacé par Auchan. Alors l'ostéopathie aujourd'hui, 53%, c'est d'après un sondage Odexa qui a été réalisé en juin 2024, 53% des Français ont consulté au moins une fois un ostéopathe par an, consultation annuelle. Donc c'est quand même assez important. C'est un chiffre qui est même en augmentation. On peut parler, pour ceux qui ne connaissent pas l'ostéopathie, on pourrait aussi évoquer les motifs de consultation, les demandes qui peuvent être congruentes avec ce qu'on peut proposer en ostéopathie. Le niveau de confiance est élevé, 86%. Ça veut dire que la satisfaction des personnes est importante aussi sur les soins qu'on peut prodiguer. Je dirais aussi que c'est un chiffre qui est en constante augmentation à l'échelle nationale. Et puis on peut voir aussi que petit à petit, quand même, les choses évoluent un peu. La relation entre le milieu de la santé en général et l'ostéopathie, qui est un peu périphérique dans son histoire, peu à peu s'intègre de plus en plus au système de soins, à la chaîne de soins. 67% des patients ont été orientés vers l'ostéopathe par un professionnel de santé. Donc ça, c'est une information qui peut-être, dans son intitulé, peut vous surprendre un peu, de dire je pensais que les ostéopathes étaient professionnels de santé. Eh bien, pas tout à fait. En fait, nous ne sommes pas professionnels de santé, nous ne sommes pas considérés comme étant des paramédicaux, nous ne sommes pas remboursés par la sécurité sociale. Pour autant, une loi encadre la formation et l'exercice de l'ostéopathie en France. Les mutuelles de santé remboursent les soins ostéopathiques. Donc on peut dire qu'il y a encore un chemin qui est un petit peu long, en France en particulier, pour que l'ostéopathie soit considérée comme une profession de santé, mais on espère qu'à terme, on fera partie de cette grande famille. Donc il n'est pas non plus incohérent de dire que l'ostéopathie, c'est une profession par contre de la santé, au sens large on peut dire. Donc on a quand même environ 9 Français sur 10 qui souhaitent donc voir des ostéopathes intégrer des structures de santé. Donc le message est fort. Souvent les gens disent c'est trop cher. L'accès aux soins n'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc il y a quand même une pression du public. On peut dire quand même qu'en France, ce qui a permis donc le développement de l'ostéopathie, c'est le public. Parce qu'en 2002, l'ostéopathie était illégale, complètement illégale. Et d'ailleurs, on
on retrouvait sur le territoire à la fois les arrangeurs, les guérisseurs, les rebouteux, hein, comme on dit aussi, et puis quelques ostéopathes ici ou là qui souvent étaient d'anciens kinés formés en Angleterre ou au SIDO au début de l'histoire de l'ostéopathie française et qui venaient donc exercer leur art, mais sous couvert dans l'exercice illégal de la médecine. Donc c'était un parcours, d'ailleurs, donc c'est vraiment les patients. C'est les patients qui ont plébiscité le soin ostéopathique, ça vient du terrain, ça vient des problématiques individuelles, qui ont trouvé de l'écoute, du soutien dans des situations parfois où il y avait des impasses, les gens étaient parfois dans des impasses, ou alors simplement avoir des soins qui prodiguaient, qui répondaient parfaitement aux problématiques qui étaient les leurs. Et par là même, c'est la loi Kouchner en 2002 qui a poussé en fait cet état de fait, ce succès grandissant de légiférer sur l'ostéopathie. Et il a fallu attendre 2007 et 2014 pour des décrets d'application encadrent un peu la formation et l'exercice de l'ostéopathie. Alors donc l'ostéopathie, donc on essaie de déterminer en fait un élément de pluridisciplinarité, c'est-à-dire que l'ostéopathe cherche à travailler main dans la main avec les professionnels de santé. De plus en plus quand même des médecins, des kinés, dans le monde de la santé en général, plébiscitent des fois dans des situations les soins ostéopathiques pour envisager d'autres options de soins. Lorsque en fait un ostéopathe, un étudiant en ostéopathie va vous recevoir, il va vous questionner un peu sur vos habitudes de vie, vos antécédents, l'environnement dans lequel vous travaillez, personnel, professionnel, l'activité physique que vous avez. En fait, c'est vraiment un questionnement sur votre façon d'être et de vivre. Donc on évalue vraiment la santé à 360 degrés. Les croyances, vos représentations que vous pouvez avoir de votre situation de santé, qui peuvent mener à discussion et entrevoir des fois des problématiques sous un angle un peu différent. On retrouve un peu une même dynamique qu'on retrouve dans l'homéopathie, où un médecin un homéopathe ou un homéopathe tout court, hein, une consultation, une anamnèse, un interrogatoire d'un homéopathe, ça dure à peu près 1h30. Un ostéopathe aussi, un interrogatoire, une discussion, c'est 20-25 minutes. Une consultation, ça dure 3/4 d'heure à 1 heure. Donc on prend le temps d'échanger, discuter, d'écouter, de sonder et de comprendre un peu la représentation que la personne a d'elle-même, de sa situation. Donc ça amène du questionnement et de l'échange. Et c'est en ça que c'est très riche. Donc on est aussi une profession de première intention. Vous n'avez pas besoin d'avoir un avis médical avant de consulter un ostéopathe. Vous pouvez de vous-même aller vous rendre sur un lieu de consultation et poser les questions et définir réfléchir ce qu'on peut faire pour votre problème. On sait aussi aujourd'hui, depuis la loi de 2014, que différents professionnels peuvent intégrer et posséder ce qu'on appelle le titre d'ostéopathe, le titre d'exercer, où on trouve donc des sages-femmes, des kinés, des médecins, des podologues, des infirmiers. La liste est encore un peu plus longue même, des sages-femmes, on pourrait même rajouter. Si, elle était citée en premier. Et donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des professionnels de santé qui exercent un métier de la santé. Hein, on est plein de paradoxes en France. Excusez-moi, madame, pardon. Les aides-soignants, alors, pas ma connaissance dans le cadre de la loi. Je ne peux pas vous certifier, mais je ne crois pas. À vérifier quand même. Donc la formation au SIDO, donc pour entrer pour les cliniciens internes auxquels vous avez affaire, ils sont en général en 3e année, 4e ou 5e année. La formation dure sur 5 ans. Et c'est un processus qui est progressif dans la formation des gens qui vous reçoivent. Ils ne sortent pas juste d'un bouquin ou d'une vidéo qu'ils auraient pu regarder sur Internet. Il y a tout un parcours de validation sur le sérieux, la sécurité, la connaissance des techniques, des effets des techniques et aussi, et c'est très important, les limites de leurs compétences. Ça, c'est vraiment important. Donc, quand vous avez un étudiant qui vous prend en charge, eh bien, il a déjà un regard assez clair sur les forces et les limites de ce qu'il peut vous proposer. Donc, on ne vous dira pas, au SIDO, on ne vous dira pas que l'ostéopathie peut guérir le cancer, que l'ostéopathie peut soigner le diabète, faire maigrir, etc., etc. On a un discours cohérent, clair et adapté vraiment à ce qu'on comprend de ce que l'ostéopathie peut faire pour les personnes. Ce qui
ce qui n'était pas toujours le cas, hein, dans une époque peut-être avant 2002, avant la loi, où des discours un peu parfois fantasmagoriques pouvaient apparaître. En tant que tel, ce n'était pas forcément problématique. Ce qui était problématique, c'est la perte de chance. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on fait miroiter des espoirs impossibles, perdre le temps qui est dévolu peut-être pour prendre une option bien meilleure pour pouvoir soigner. Donc aujourd'hui, on est très attentif à ce parcours-là. Donc vous voyez, nos étudiants, ils apprennent en cours, c'est des situations assez dynamiques, par groupe, des cas cliniques, ils pratiquent entre eux, il y a des situations d'apprentissage multiples et variées, c'est très dynamique et très socialisant. La formation en ostéopathie, juste pour comprendre un peu ce caractère du sérieux, de l'implication et du niveau de compétence que développent nos étudiants. Vous voyez donc c'est sur 5 ans. En bas, vous avez à l'horizontale les années A1, A2, A3, A4, A5. Et puis, donc, en haut, enfin à gauche, sur la verticale, ce sont les volumes horaires ou la répartition en pourcentage. En jaune, c'est le temps que les étudiants passent en clinique. Donc vous voyez, plus que la formation avant, plus le temps passé en clinique est important. Et en 5e année, les 3/4 du temps, les étudiants passent les 3/4 de leur temps en clinique. Donc c'est un apprentissage progressif où en vert, vous avez finalement la théorie. Et la théorie prend de moins en moins d'importance. Et la pratique sur des situations fictives aussi est importante au départ et de moins en moins importante. Où il y avait la notation, les échelles, les travaux dirigés, donc en vert. Donc c'est la formation en clinique. Et donc 1500 heures de formation à l'arrivée. Donc c'est quand même un niveau de qualification important, à Bac+5. On a des gens qui sont vraiment dans un développement élargi. On peut dire que ce sont des ingénieurs de la santé avec une connaissance assez transversale, je dirais, de ce qui va toucher les douleurs du squelette. On peut aller un peu plus loin en parlant des céphalées, pourquoi pas, ou des inconforts digestifs. Les publics concernés, eh bien, de tout âge, depuis la naissance jusqu'à la fin de vie, en passant par des spécialisations, si on peut dire, sur les situations de travail, les postes de travail, et également aussi chez les sportifs, évidemment. Donc des cours magistraux qui sont réalisés dans l'école, des cours magistraux où la partie que vous aviez vue tout à l'heure en vert, on va retrouver donc des sciences fondamentales. Donc en fait, recevoir du public dans une clinique encadrée, ça nécessite de connaître l'anatomie, de connaître la physiologie, tout un tas d'éléments fondateurs. Et les gens sont parfois un peu surpris quand on parle du niveau de formation des étudiants en ostéopathie, un peu surpris par le niveau d'exigence, parce que finalement, quand on regarde les programmes de formation entre les 2 premières années de médecine, tout l'aspect théorique, on retrouve la même chose sur les premières années en école d'ostéopathie. C'est le même programme, c'est assez exigeant. Bien sûr, le filtre n'est pas tout à fait le même, parce qu'on ne va pas demander à un ostéopathe de connaître parfaitement des éléments de chimie, les liaisons sulfuriques, par exemple, au niveau chimique, parce qu'un ostéopathe ne prescrit pas de médicaments, il ne se sert que de ses mains. Mais le niveau d'exigence est important. On a des matières un peu plus sur les... On dit parfois les sciences molles, mais c'est un terme que personne n'aime beaucoup, mais les sciences humaines, sociales, donc c'est pour être attentif à la culture, au niveau d'éducation des patients, et également à tous les éléments qui sont propres à la relation de soins, la relation humaine. Tout ça, c'est de la communication, c'est des éléments sur lesquels les étudiants sont très sensibilisés. Ensuite, effectivement, on parle du niveau de qualification et de formation des gens qui encadrent. Les gens qui encadrent les étudiants donc, à l'école d'ostéopathie, ce sont des gens qui sont pour la plupart donc, des gens qui sont en exercice libéral, comme je peux l'être d'ailleurs. Et nous veillons à ce que un enseignant ne soit pas uniquement quelqu'un qui va parler de son expérience de terrain. Alors c'est riche l'expérience de terrain, mais ça ne fait pas tout, parce que enseigner, c'est aussi développer chez l'individu des capacités à s'adapter, à s'informer, à négocier, à analyser sa propre pratique. Et en fait, un expert n'est
pas toujours compétents là-dedans. Donc on a des formations qui sont développées pour nos enseignants, des diplômes universitaires, des certificats d'aptitude à l'enseignement, pour que les gens qui supervisent les étudiants qui sont en clinique soient suffisamment qualifiés pour faire la part des choses entre ce que eux, en tant que ostéopathe, par exemple, dans une situation, par exemple, vous avez mal au dos, vous consultez, un étudiant vous suit, et puis le tuteur passe, il se dit, ben tiens, moi dans cette situation-là, j'aurais fait tel protocole, telle approche, et que finalement, ce soit l'expert qui fasse autorité en disant, ben moi je t'ai dit ce qu'il faut faire, tu vas faire ça. Donc c'est ça l'apprentissage. L'apprentissage, c'est que l'étudiant développe sa propre expertise, et donc le formateur est au fait de ça, de dire qu'il est plutôt là pour orienter, pour pousser, pour questionner, pour générer du développement de l'individu, plutôt que de faire autorité de ce que l'étudiant devrait faire. Donc c'est pour ça aussi, quand vous consultez au SIDO, ben, quelquefois, ben, l'étudiant peut ressortir, discuter avec le tuteur, remettre sur la table tout un tas d'éléments qui ont pu être émergés pendant la consultation, amener du sens, de la discussion et de la perspective, et même parfois remobiliser quelques éléments du cours, de ce qui a pu être appris les mois ou les années précédentes, pour que quand l'étudiant revient vous voir et poursuivre la consultation, eh bien, il soit bien clair sur ses intentions et sur la situation, qu'il puisse vous prodiguer les soins les plus efficaces possibles. Donc on a des travaux dirigés, vous voyez, on a des outils technologiques aujourd'hui, parce que c'est vrai que on a mis beaucoup de talent sur la perception humaine, d'imaginer que la main, de toucher les gens, pouvait permettre de donner du sens, un sens biologique à ce qu'on pouvait sentir. Moi j'ai des patients, quelquefois ils me demandent, est-ce que vous sentez avec votre main si j'ai de l'arthrose ? Il y a 30 ou 40 ans, on pouvait le dire, oui, je sens. En fait, la main, c'est pas un scanner, c'est pas un IRM, c'est pas un rayon X. La main, on a de la perception. La perception humaine est faillible. On voit bien, des fois on voit un truc, et puis on se rend compte que finalement, on se rapproche un peu, c'est plus ce qu'on croyait voir. Quelqu'un voit un truc, nous on en voit un autre. Enfin, on voit bien que la perception, c'est pas quelque chose qui est consensuel et qui est reproductible et qui est d'une fiabilité parfaite. Donc on essaie d'amener les étudiants, certes à se faire confiance avec ce qu'ils perçoivent et qu'ils soient bien engagés dans ce qu'ils font avec leurs mains, mais également par des outils technologiques comme ici. Oui, c'est bon. La petite boîte au milieu, là, c'est un outil technologique qui envoie une onde pour déterminer le niveau de déformation du tissu. C'est-à-dire que la dureté, on pourrait dire, la déformation. Pour savoir si quelque chose est dur ou pas, vous appliquez une force plus ou moins importante sur une surface. Et plus c'est dur, plus vous allez dire que à déformer, plus vous allez qualifier la surface de dur. Et donc les étudiants bénéficient de ce genre d'outils, où ils vont pouvoir en fait avoir un chiffre exprimé sur des valeurs physiques, en termes de fréquence, en termes de force, de Newton, pour ceux qui sont un peu intéressés par les sujets de la physique. Et donc les étudiants vont apprendre à calibrer la force qu'ils génèrent et aussi ce que l'outil peut donner. Donc ça fait partie de l'apprentissage, qui est une espèce de bibliothèque palpatoire où les étudiants ont des éléments sur quoi s'appuyer pour apprécier une situation et du mieux possible et prendre les décisions, encore une fois, les meilleures. Il y a une époque, on avait des étudiants qui voulaient rentrer en formation en ostéopathie, et puis on se rendait compte que les gens étaient pleins de fantasmes, imaginaient plein de trucs, d'astrologie, etc. Bon, j'ai rien contre l'astrologie, mais ça n'a pas de valeur scientifique. On essaie d'apprendre aux étudiants d'avoir une démarche la plus scientifique possible, sans pour autant de désincarner non plus le côté imaginatif, l'intuition, la créativité, tout ce qui a fait un peu l'or de l'ostéopathie dans les années 80-90, que vous avez peut-être connu les uns et les autres. Donc pratique ostéopathique, on fait l'anatomie palpatoire, enfin j'ai déjà dit quelques petites choses là-dessus, je pense que j'en ai assez dit à ce niveau-là, des méthodes de travail, par l'oral, enfin c'est vraiment une formation qui est très riche. Il me reste quelques secondes encore pour cette présentation, avant que peut-être vous ayez quelques questions, qu'on puisse discuter de ce que j'ai pu dire ou des éléments qui manqueraient selon vous.
Le niveau de formation, pour finir ça, là, je finis juste là-dessus, sur ces 5 années. Donc il y a 2 premières années où c'est vraiment de l'observation, on engrange de la connaissance, et puis on avance en 3 et en 4, et là on se met vraiment en situation. C'est là que vous pouvez commencer à être pris en charge par des étudiants. Et en 5e année, c'est la professionnalisation. En fait, on les prépare au terrain pour pouvoir exercer l'ostéopathie et en vivre, hein, du mieux possible en tout cas. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Oui, monsieur, je vous en prie. Ah, pardon. Non, monsieur, pas. Ouais. Alors, attendez, bougez pas. Regardez, comme tout à l'heure, le micro. Ah. Oui, quelle est la barrière entre l'ostéopathe et le kiné? Comment on va vers l'un ou l'autre? Qu'est-ce qui peut nous diriger? Peut-être que le mot barrière, il faudrait aussi le reconsidérer. Mais comment se diriger vers un kiné ou vers un ostéopathe? C'est deux pratiques qui sont complètement complémentaires. On peut dire peut-être que le kiné est plus dans une phase de rééducation sur une problématique locale du corps, une cheville, un genou, quelque chose qui est en post-opératoire après une chirurgie. Le kiné va intervenir sur du traumatisme, sur des blessures, proposer des exercices. Donc il y a une phase dans ce que peut proposer le kiné de retour un peu à l'activité, avec des séances qui se multiplient, qui sont organisées, qui sont planifiées du mieux possible, en fonction des disponibilités et de la durée des séances. L'ostéopathe, on s'occupe du même problème. On s'occupe d'une cheville, un genou, la nuque, mais on va peut-être s'attarder à des problématiques un peu plus chroniques, un peu plus durables. On va passer un peu plus de temps dans l'échange de la relation par le toucher, par l'émergence un peu des sensations que la personne peut avoir sur son corps. Donc c'est une approche un peu plus ouverte et globale sur le corps, alors que peut-être en kiné c'est un peu plus segmenté. Il n'y a pas de barrière ou il n'y a pas d'opposition à faire, il n'y a que de la complémentarité. Toutes les oppositions qu'on pourrait y trouver sont uniquement de l'ordre, je dirais, de la politique, du lobbying ou ce que vous voulez, mais en tant que tel, c'est extrêmement complémentaire. Et il n'est pas rare d'un point de vue local, dans les relations que peuvent entretenir, les bonnes relations que peuvent entretenir les kinés et les ostéos, d'échanger des possibilités. Peut-être que là, il faudrait aller voir un ostéo, peut-être que là, il faudrait faire quelques séances de kiné, parce qu'on bloque un peu sur l'évolution des soins. Donc il n'y a pas au strictus sensus de dire pour tel problème il faut voir l'ostéo, tel problème le kiné. C'est plutôt une histoire de moyens, de temporalité. Et c'est plutôt du bon sens d'essayer de conjuguer les deux approches. Plus les problématiques sont longues, complexes, incarnées, durables, et plus l'association des deux devient pertinente, bien sûr. Plus d'autres professions, les podologues, etc., qui peuvent aussi avoir des approches sur les mêmes problématiques. C'est ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. Oui, après les flux de direction et discussion, ce que je vous dis, c'est des données un peu générales, et après c'est à la marge. La représentation qu'en France on a encore d'ostéopathie, malgré 53% qui est des Français qui ont consulté, est parfois un peu oubliée. Puis c'est vrai que quelque part, dans son champ de pratique, on a l'habitude de régler les problèmes d'une certaine façon avec les patients. On n'envisage pas systématiquement toutes les options qui sont disponibles. C'est humain, ça aussi. On a ses habitudes, on a ses préférences, un mode de fonctionnement. Donc c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à proposer d'autres soins que ceux qu'on a l'habitude de proposer. J'ai répondu à votre question? C'était la même? Ok. Oui. Alors c'est parfois une démarche aussi personnelle d'aller voir un ostéopathe. Moi par exemple, une fois par an, je vais voir mon ostéo pour... Je pense que ce qui est important, parce que c'est vrai qu'on peut rapidement toujours voir le côté désagréable des situations, mais je crois aussi qu'un patient aujourd'hui, il doit être aussi actif dans sa santé et prendre des décisions et faire des choix. Et qu'effectivement,
ce qu'on appelle la littératie en santé, c'est-à-dire une espèce de culture de sa santé, c'est quelque chose de fondateur dès qu'on veut sentir avoir la santé la meilleure. Moi, je suis parfois épaté d'avoir des patients qui connaissent mieux certaines problématiques de santé que moi. Pourtant, c'est eux qui me consultent, mais leurs problématiques, ils la connaissent par cœur. Ils sont experts dans leurs problématiques. Ils ont étudié tous les éléments qui sont bons pour eux et ils sont porteurs quelque part de leur santé. On a tendance, quelquefois, dans certains pays où l'offre de soins, comme la nôtre, est quand même importante, et à se rattacher un peu trop, sûrement, à la décision d'autrui. Je pense qu'on est porteur nous-mêmes des solutions et le soignant n'est pas tout puissant. Donc de discuter, d'échanger, de s'approprier les problématiques et de faire ses propres choix, ça me paraît fondateur et c'est même un levier et un moteur pour être en bonne santé. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oulala, les mains se lèvent ici et puis après j'ai vu madame là-bas de l'autre côté. Alors attendez, dans le micro. Les visites, les consultations sont à combien? Il n'y a pas de remboursement? Comment ça fonctionne? Alors, au niveau tarif, effectivement, l'ostéopathie n'est pas remboursée par la sécurité sociale, ça clairement. Et quand les gens le demandent, à mon avis, c'est pas prêt d'être le cas. Hein, on est plutôt sur une logique de déremboursement dans notre système de santé. Un ostéopathe que vous allez consulter en libéral, qui est diplômé, qui a son expérience clinique de cabinet, il va avoir la consultation, ça va tourner autour de 60 € à peu près. La sécurité sociale là-dessus ne donne rien. Votre contrat de mutuelle peut le permettre. En général, c'est très variable. La tendance est quand même sur les mutuelles à avoir des multiplications de séances à des taux partiaux. C'est-à-dire que par exemple, vous allez avoir 3 consultations dans l'année, on va vous rembourser 20 € ou la moitié. On constate quand même, moi c'est que mon avis du terrain, c'est pas mon avis d'enseignant, je ne vais pas donner là-dessus plus précise, mais c'est que les gens n'exploitent rarement la totalité du forfait auquel ils ont droit par leur mutuelle. Donc c'est intéressant pour les mutuelles aussi. C'est aussi des appels d'accroche pour vendre des packs. Donc il y a des packs avec des niveaux plus ou moins intermédiaires en général dans l'offre de mutuelle où en fait vous allez pouvoir bénéficier de remboursement, mais c'est rarement en totalité. Et donc à la clinique ostéopathique, et bien comme c'est des étudiants, nous on a besoin d'avoir des patients pour faire former nos étudiants, pour avoir du volume, de l'expérience clinique et authentique. Puisque à Saint-Étienne, on a une force quand même par des écoles françaises, c'est que les gens qui viennent nous consulter, c'est des vrais gens du terrain. C'est pas des étudiants qui se traitent entre eux. Et pour le coup, le tarif, il est adapté. Donc c'est 20 € en général. Et puis il y a des tarifs réduits, des opérations, des fois de réduction. On essaie de dynamiser un petit peu l'offre de soins et que un maximum de gens aient accès. Mais c'est pas non plus gratuit, parce qu'il y a tout un frais de fonctionnement qui est associé à ça. Très bien, merci. Et on prend juste une dernière question en 30 secondes, parce qu'après on est contraint par le temps. Bonjour. Est-ce qu'il y a différentes méthodes de soins en ostéopathie ou c'est simplement une méthode pour chacun? C'est une méthode pour chacun. Les étudiants, un ostéopathe est formé à différentes approches. Il peut avoir des sensibilités, des appétences particulières sur sa façon de faire, mais il est censé vous proposer ou discuter avec vous tout un tas de possibilités. Un ostéopathe qui ferait que des techniques puissantes en cracking doit être aussi capable d'avoir d'autres options. Et à l'inverse, vous avez aussi la possibilité de dire non, moi je veux pas que ça fasse ça me fait peur, ou c'est pas agréable, ou ça n'a pas fonctionné la dernière fois qu'on me l'a fait, donc je veux pas qu'on me le fasse. L'ostéopathe doit être en capacité de choisir et de changer de méthode en fonction de vous et de vos choix. Donc vous êtes tout à fait à même de faire vos propres demandes. Voilà. Très bien, écoutez, merci pour toutes ces précisions.